Bienvenue. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous tête-à-tête, une formule mise en place par Raymond Chabot de Grant Thornton pour répondre à des enjeux de l'heure et pour nous permettre d'avoir accès à des personnalités de haut calibre, je répète, de haut calibre, pour nous donner leur perspective sur les sujets qui nous interpellent le plus en ce moment. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, le privilège d'accueillir Mme Janie Béhic, présidente et chef de la direction du Fonds de solidarité de la FTQ, aux commandes de ce fleuron québécois d'investissement depuis avril dernier. Donc, c'est tout nouveau, vraiment. Ça ne fait pas un an et on est vraiment heureux de t'avoir. Peut-être un petit mot sur le contexte. Lors de cet échange, nous discutons avec Janie du rôle du Fonds de solidarité dans la relance des entreprises, la relance des entreprises québécoises, de l'évolution de la stratégie d'investissement. Donc, un peu rentrer dans vos stratégies d'investissement, dont, entre autres, l'investissement durable, qui est un sujet chaud, on en entend beaucoup parler, et qui me touche, moi, personnellement, beaucoup à cœur, ainsi que la vision de l'avenir de cette institution québécoise. Par la suite, comme d'habitude, il y aura une période de questions. Vous pouvez poser, je vous invite à le faire, vos questions tout au long de la conférence. Ça va me permettre après de pouvoir mieux les organiser en pesant sur le bouton Q&A qui est au bas de votre écran. Donc, on vous encourage, je le répète, à le faire n'importe quoi, n'importe quand, pas nécessaire d'attendre la toute fin de l'entrevue pour poser vos questions. Ça nous aide beaucoup. Je tiens à souligner, évidemment, que le webinaire, comme toujours, il est enregistré et donc il sera disponible sur notre site Web quelques jours plus tard. La version la plus courte, Janie, de ta biographie, je sais qu'il y avait beaucoup de points, on l'a raccourci parce que les gens veulent t'entendre. Voici en quelques mots un résumé de ta carrière. Avocate de formation, Janie est au fond depuis 2000 et donc ça fait déjà 21 ans où elle a gravi les échelons pour devenir la première femme, je dis bien la première femme, à occuper le poste de présidente et chef de la direction. Elle siège sur de nombreux conseils d'administration. Il y en a trop pour les mentionner, mais j'en ai choisi 3, dont ceux du groupe CH, du groupe Functional Lab, de l'Orchestre symphonique de Montréal et d'Aéro Montréal. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont celle de leader en innovation par le gouvernement du Canada en 2016, mais aussi en 2018. C'est un immense plaisir, Janie, de t'accueillir. Vous êtes 800, j'allais dire 8000, 800 inscriptions aujourd'hui. Donc, il y a 800 personnes qui se sont inscrites. Je vous remercie de nous accueillir dans votre foyer encore une fois aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup encore qui travaillent de la maison. Je pense, Janie, que tu en es une. Je vois ton arrière-plan. Je reconnais probablement que ce n'est pas le bureau. Janie, comment vas-tu? C'est drôle parce que tu m'as dit que tu allais me poser cette question-là, puis c'est une question que je me pose jamais. Tu sais, moi, je me lève le matin et j'ai toujours le sentiment qu'il y a plein de choses à faire, que je suis en retard. Je suis, comment dire, je suis une fille de conviction, je suis une fille de projet, je suis une fille de terrain, je suis une fille d'action. J'arrive à ma réponse. Puis quand Gaétan parlait de moi à la fin, on avait beaucoup de discussions, puis il me disait, moi, quand je pense à toi, je pense que la phrase qui me vient toujours en tête, c'est « When there's a will, there's a way ». C'est pour moi impossible, ça ne marche pas. C'est un peu comment je me sens. Ceci étant dit, je trouve qu'en ce moment, les choses évoluent tellement de plus en plus rapidement. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, là, tu sais, quand tu montes de niveau, là, tout vient plus vite. Mais, puis le matin, quand je me lève, je me dis « Oh mon Dieu, je suis responsable du fonds de retraite de 723 000 personnes puis de l'hypothèque de 1000 personnes. » Mais ceci étant dit, quand je regardais l'extra financier dans la presse ce matin, puis je regardais les gens qui étaient là, qui sont beaucoup des gens que j'ai recrutés ou des gens avec qui j'ai travaillé très, très près, ben, je me sens comme une fille qui est dans un monde où tout bouge très, très vite. Les balles viennent de partout, mais je me sens appuyée d'une équipe assez extraordinaire. C'est comme ça que je me sens ce matin. Écoute, il y a 3 choses que je retiens dans ta réponse parce que je vais revenir sur la question. C'est une question que je pose à chaque fois. Je suis toujours très, très, très surpris des réponses. Et donc, dans la tienne, tu as trouvé le moyen de prendre tes parties prenantes, dont tes sources de fonds, les pensionnés. Tu as trouvé moyen de parler de ton équipe. Puis il y a une autre affaire que tu as dit que j'ai écrit parce que je vais la garder, je vais m'en servir. C'est comme un jeu vidéo.
parce que la vitesse de transformation et de décision, écoute, ce qui se faisait en 15 ans se fait en 2 ans actuellement. C'est complètement débile. Fait que je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Puis j'apprécie beaucoup que tu nous aies transporté dans ton quotidien. C'est vrai que tu es une fille d'action, puis je comprends qu'on prend très peu de temps de réfléchir. Donc, si ça t'a obligé à penser un petit peu et m'arriver avec trois lingots d'or, l'équipe, les stakeholders, les parties prenantes et la vitesse. Donc, j'apprécie beaucoup. Maintenant, Janie, depuis le début de la crise, Raymond Chabot de Grant Thornton a tout fait en son pouvoir pour informer gratuitement les gens d'affaires sur toutes sortes de sujets, allant de comment tu accèdes à l'aide gouvernementale, des sujets qui touchaient l'insuffisance de la main-d'œuvre, comment rendre les entreprises plus résilientes. Ça a pris toutes sortes de formes, Janie, et nos parties prenantes, comme ceux qui sont sur l'appel aujourd'hui, ont vite perçu une grande valeur ajoutée. On le sait parce qu'ils ont aidé à fracasser des records nationaux de visualisation de notre site, de présence virtuelle, de téléchargement d'outils et de publication. J'arrive à un point qui va t'intéresser beaucoup parce que là, tu ne sais pas ce que j'allais dire ça, évidemment. Parmi les nombreuses initiatives, il y a évidemment le tête-à-tête sur lequel tu sièges aujourd'hui. On en a fait une quinzaine avec des gens de calibre, de très grand calibre, comme toi aujourd'hui, et les nombres de gens qui viennent, ils ne cessent pas d'augmenter. Les gens sont au rendez-vous. Tu es en fait, Janie, la dernière entrevue tête-à-tête que je ferai à titre de président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, parce que mon mandat, comme tu le sais, se termine le 31 décembre 2021, après 9 ans, conformément à notre convention de société. Maintenant, je suis particulièrement honoré que tu aies accepté, et ce n'est pas facile parce que je sais que tu n'en acceptes pas beaucoup, et dans une première année, je l'ai vécu une première année, tu as beaucoup de choses, tu veux établir tes stratégies, tu veux bien asseoir solidement, que tu as accepté car, je vais le dire publiquement, on a passé quand même 1 an à faire nos formations de l'Institut des administrateurs de société sur des bancs d'école dure de McGill, voilà déjà une dizaine d'années, avec une cohorte tout à fait extraordinaire. Ni un ni l'autre, on était président de nos entreprises respectives à ce moment-là. Aujourd'hui, les deux le sont. On est venu à se connaître, à s'apprécier. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de m'accompagner dans ce dernier tête-à-tête. Surtout que, comme j'ai dit, tu n'en as pas accepté beaucoup et tu es très, très, très occupé. Donc, c'est juste en guise de remerciement, Janie, que je voulais dire ça. Il y a des gens dans la vie à qui on ne peut pas dire non, là, puis tu es contre une toi de ta main, puis tu en es un de ceux-là. Ça me fait vraiment plaisir. J'admire beaucoup tout ce que tu as fait chez Raymond Chabot. Je t'apprécie beaucoup comme personne, puis merci pour l'invitation. Tu es prêté au jeu et on a réussi à déplacer de 2022 à 2021 cette entrevue, et ça sera la dernière, donc j'en suis vraiment très fier. J'espère que ça va survivre et quelqu'un d'autre prendra le bâton et continuera, évidemment. Bon, passons maintenant à l'entrevue. On a vécu une crise sans précédent. Ça n'arrête pas, là. Ils sont en train d'écrire l'alphabet grec. Là. Je suis content qu'ils aient sauté par-dessus Epsilon pour ceux qui sont amateurs d'Aldous Huxley et Brave New World. Et donc, on est maintenant rendu à une lettre plus tardive dans la lettre de l'alphabet. Mais on ne peut pas passer à côté de cette crise-là avec une personne qui est à la tête d'une organisation qui voit beaucoup d'entreprises. Comment tu l'as vécu, autant personnellement que professionnellement, Janie? Premièrement, au niveau professionnel, je dois dire qu'au fond, ça avait été planifié depuis longtemps. Écoute, j'ai su récemment que j'avais été identifiée potentiellement comme relève en 2008. C'est la raison pour laquelle, dans les dernières années, sur une base régulière, pour s'assurer que je voyais à peu près toutes les pans de l'organisation, j'ai bougé beaucoup, latéralement. Je disais souvent la joke, quand je passe trop longtemps en vacances, il me change de job, là. Donc, pour moi, j'avais déjà en mars, avant la pandémie, je savais que Gaëtan allait prendre sa retraite en mars 2021, que c'était dans les cartons que je puisse prendre la relève. Donc, tout ça pour dire que, un, je savais que ça s'en venait même avant la pandémie. Puis deux, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que le fonds, on a été créé, nous autres, dans une crise économique en 1983, puis ça fait partie de notre ADN de fonctionner dans des environnements comme on a fonctionné dans la dernière année. Je te dirais que la première réaction du conseil
quand la pandémie est arrivée, les 2 premières questions qu'ils nous ont posées, c'est combien de capital avez-vous de besoin pour déployer? Puis il faut garder à l'esprit que comme il y avait beaucoup de nos actionnaires qui ont décidé de prendre leur retraite, qui se sont retrouvés, on a quand même eu pour 3 milliards de dollars qui est sorti de capitaux qui sont sortis du fonds, puis c'était même pas la préoccupation du conseil, c'est assurez-vous que toutes nos entreprises partenaires, puis que ceux qui ont besoin aient accès à du capital. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on s'est retrouvé à déployer. On s'enlignait pour faire 1 milliard, puis on a fait 400 millions de plus que ce qu'on anticipait sur une période de 2 mois. Donc, on a fait un record de 1,4 milliard de capitaux déployés. Puis le deuxième point, c'était vraiment toute la question de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Puis on avait créé une équipe qui s'appelait Astuce, dont l'objectif était vraiment d'accompagner les entreprises dans leur transition technologique, dans leur transition environnementale. Puis eux autres se sont réorganisés. Puis on a littéralement libéré des gens pour aller donner un coup de main dans nos entreprises pour les aider avec toutes sortes d'enjeux. Donc, il y en a qui se sont retrouvés du jour au lendemain qui avaient besoin de vendre des affaires en ligne. Il y en a qui avaient des enjeux de santé, sécurité. Il y a des employés qui avaient peur de retourner au travail. On allait faire des audits, puis on leur disait, écoutez, parce que quand on y allait, on avait une certaine crédibilité, puis on disait, écoutez, on a regardé leur pratique, puis on peut vous confirmer qu'ils ont pris les meilleures pratiques, puis que vous pouvez revenir dans les milieux de travail, puis fonctionner. Donc, toute la question de déploiement de capital puis l'accompagnement, qu'est-ce qu'on était capable de faire, ça a vraiment été au niveau des priorités de notre conseil d'administration. La troisième chose, c'est qu'on s'est beaucoup concerté avec les autres joueurs dans l'économie pour s'assurer qu'on se ralliait puis qu'on se divisait la tâche pour s'assurer qu'il y ait le plus d'entreprises qui aient accès à du capital puis qui aient du support. Si je le regarde d'un point de vue personnel, je pense que la chose qui m'a le plus surprise, c'est qu'en 2 semaines que j'ai été nommée, je pense que j'ai eu 9 demandes de levée de capitaux pour des fondations, pour des causes sociales. Puis, tu sais, Edelman, il dit que les employés, 88 de tes employés s'attendent à ce que les dirigeants d'entreprise s'engagent non seulement dans des causes qui sont liées à leur domaine d'affaires, mais qui s'engagent dans des causes qui ont des impacts sur la société, ce qui m'a forcé à réfléchir sur la cause que je voulais. J'ai longtemps hésité entre Marie-Vincent pour les enfants qui sont victimes d'abus sexuels et les femmes en difficulté. Puis c'est ce qui fait en sorte que la première cause que j'ai prise, c'est la violence conjugale. Ça a toujours été proche de moi, puis il s'est passé des choses pendant la pandémie qui ont fait en sorte que j'ai dit non, moi, je suis capable de faire une différence, je suis dans une position pour faire une différence, puis il faut que je fasse quelque chose. Fait que c'est ça, point de vue professionnel, déploiement, puis personnel, se positionner en fonction de ses valeurs, puis de faire, au-delà de ton rôle comme présidente, de faire bouger des enjeux de société. Je vois que tu portes fièrement les couleurs de ta cause et je t'en félicite. Merci. C'est une cause qui est tellement importante et cette année, dans les 2 dernières années, il y a peut-être un lien, là, je ne suis pas psychologue, mais il y a sûrement un lien entre la santé mentale et les événements qui se sont produits. Et donc, je suis vraiment très fier de toi. Puis que tu le dises sur cette plateforme-ci, c'est bon pour tout le monde qui nous entend. On a tous des responsabilités envers la société. On en parlera un peu plus tard sur ce sujet-là. Tu as quand même touché des sujets importants. C'est que les entreprises québécoises avaient à se moderniser. Tout le monde s'est modernisé à vitesse grand V. On en a vécu live, là, je veux dire, la plateforme Zoom ou la plateforme Teams, c'est ça, c'était fabriquer l'avion pendant qu'il était en vol, parce que toutes les mises à jour aux 2 semaines, il était amélioré au point où aujourd'hui, c'est vraiment un outil complètement différent dans le temps. Et c'est vrai aussi de la transformation de nos entreprises et du rôle du fonds de la FTQ. Maintenant, j'ai mentionné au début qu'on parlerait de 3 thèmes, donc le rôle de la FTQ dans la relance, la stratégie d'investissement, puis on terminerait avec l'avenir. Tu as déjà commencé à parler de certains de ces sujets-là dans la réponse. Et j'irais tout de suite peut-être, toujours sur le thème de la relance, il y a beaucoup, beaucoup de fonds disponibles, Janie, au Québec. Tu as mentionné, vous avez été responsable de 1,4 milliard de fonds déployés.
en très peu de temps à l'intérieur d'un marché quand même de 8,3 millions de personnes. Ce n'est pas un marché de 400 millions, de 500 millions de personnes. C'est vraiment monumental comme geste. Puis je trouve aussi que, parce que je suis souvent dans des financements qui sont un peu à travers le Canada, puis je compare le Québec avec le reste du Canada et parfois aussi avec les États-Unis. J'arrive d'un projet de financement aux États-Unis. Je trouve qu'il y en a plus au Québec que comparativement ailleurs au Canada. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi? Parce que les gens s'alignent, c'est des gens qui ont besoin de fonds, ils ont tous des entreprises, c'est potentiellement des gens qui sont déjà avec toi, et certains non, et vont vouloir comprendre un peu plus la partie économique avant de rentrer dans les détails de ce que vous faites. C'est sûr que tu as tout à fait raison. Quand on sort du Québec, les gens nous posent souvent la question comment ça se fait que vous êtes autant structuré, puis etc., qu'il y a autant d'accès de capital pour les entreprises. Je dirais que c'est le fruit, dans un premier temps, de la vision des gouvernements. Quand le fonds a été créé, puis il y a plusieurs institutions, comme la Caisse de dépôt, quand elle a été créée, la Caisse de dépôt a un mandat non seulement ils ont regroupé plusieurs fonds de pension, mais ils ont un mandat de développement économique. Investissement Québec a un mandat de développement économique. Nous autres, on a un mandat de développement économique. On a un mandat double. On a un mandat de faire non seulement un rendement financier, mais on a l'obligation dans les décisions qu'on prend, dans les choses qu'on fait, de réfléchir à long terme. Donc, de bâtir un écosystème, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. On a commencé en 2004. La réflexion, c'était de se dire, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe son secteur d'activité, on doit s'assurer qu'elle ait accès à une source de capital. Donc, depuis 2004, on a bâti avec nos partenaires un écosystème qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des fonds, des Innovia de ce monde, on a des cycles capital qui est une leader non seulement au niveau canadien, mais au niveau Amérique du Nord en termes de financement pour les technologies vertes. Donc, toutes ces choses-là, ça a pris des années à bâtir, mais c'est parce que ça a été une vision, premièrement, des gouvernements quand ils nous ont créés puis qu'ils nous ont donné double mandat, puis le fait qu'il y avait quelques institutions au Québec qui se sont mis ensemble qui ont dit, OK, faut qu'on bâtisse un écosystème, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des entreprises ont accès à plus de sources de capital que peut-être dans d'autres régions du Canada. Ce sont des outils extraordinaires. Puis, on parle de l'histoire du Québec en matière de finances. Si on retourne à ces années-là, les pères fondateurs, on va dire, parce que c'était beaucoup de gars dans le temps, Raymond Chabot de Grant Thornton a œuvré dans la création des deux. Et donc, il y a de quoi être fier parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que les autres provinces québécoises n'ont pas eu le même réflexe à ce moment-là. C'est un peu difficile de le faire aujourd'hui. Maintenant, toujours dans la relance, dans un contexte où on voit que clairement, l'aide gouvernementale, on va commencer à fermer les robinets, ça aura eu ses conséquences sans aucun doute vers l'avenir sur le remboursement des dettes que ça a créées et probablement aussi les finances publiques et leur état à ce moment-là. Mais le fonds, lui, dans son rôle, comment est-ce que tu vois son rôle d'intervention après que les robinets sont fermés puis on passe à business as usual, si on veut? Bien, il y a deux choses. Comme je te dis, nous autres, on a deux grands volets dans la création. Nous autres, on est responsables, comme je l'ai dit au début, du fonds de pension de plusieurs personnes. Puis il faut garder à l'esprit que c'est un Québécois sur deux au Québec qui est laissé à lui-même pour mettre de côté de l'argent pour sa retraite. Puis il y en a beaucoup, beaucoup qui... On crée au Québec les retraités les plus pauvres à travers le Canada. Donc, de continuer à lever des capitaux pour permettre à des gens d'avoir accès à une retraite décente, c'est extrêmement important pour nous. Si je mets de côté ce volet-là, cet argent-là, on doit l'investir double mandat. Je l'ai parlé, rendement financier. Donc, on doit déployer du capital. On s'enligne d'ailleurs cette année probablement pour une autre année record en termes de déploiement de capital. Mais là où je vais mettre l'accent, c'est beaucoup sur ce qu'on appelle, nous autres, les rendements sociétaux qu'on a à livrer. Donc, tout l'accompagnement des entreprises dans les enjeux qu'elles vivent en ce moment. On a parlé un peu, on en lit beaucoup. Avant la pandémie, il y avait des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui sont
lié à notre démographie que la pandémie a accéléré. On avait des enjeux, il fallait faire un virage technologique. On est dans une course mondiale à l'innovation, tous les pays confondus. Cette pandémie-là a juste accéléré ça. Les gens disent qu'on a fait un saut de 5 ans en termes de développement technologique. On doit continuer là-dedans. Et les entreprises doivent continuer à faire un virage environnemental. Ça a été beaucoup, on parle beaucoup de l'importance de la responsabilité sociale. Donc, tout ce virage-là qu'on doit faire pour aider les entreprises à faire un virage technologique, un virage environnemental, adresser les enjeux de pénurie, on va mettre nos ressources, nos cerveaux, nos bras pour les aider à faire ces transitions-là. Puis, ce qui est extrêmement important, c'est que ces transitions-là se fassent de façon juste. On oublie souvent à la fin de la journée que ce qui est le plus important pour une entreprise, c'est sa main-d'œuvre. Puis, si tu ne fais pas ça d'une façon structurée, organisée, tu risques de laisser non seulement de perdre tes employés là-dedans, mais comme société, on risque de perdre beaucoup, beaucoup de personnes dans ces transitions-là. C'est extrêmement important de le faire de façon, comme je dis, de façon juste et structurée. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie à supporter les entreprises dans à adresser ces trois enjeux-là. Janie, tu as coché 3 boîtes qui vont aller chercher l'écoute de tout le monde. Tu as parlé de pénurie de main-d'œuvre, de transformation technologique, de transformation en matière d'innovation, puis le rôle d'accompagnement financier, peut-être même et autres, de l'organisation, de l'institution que tu représentes. Est-ce que tu peux donner des exemples d'actions concrètes que vous pouvez poser, que si quelqu'un écoute, dit OK, moi, je fais face à ça actuellement. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Qu'est-ce qui existe? C'est une question difficile à répondre parce que nous autres, on est beaucoup dans le sur-mesure, puis on va te prendre où tu es. Donc, si tu as des enjeux de cybersécurité, si c'est ça qui te préoccupe le matin, c'est ça qui t'empêche de dormir, c'est ça qu'on va t'aider. Si tu regardes toutes les entreprises en ce moment ont beaucoup de pression pour être plus socialement responsables. C'est tous les facteurs ESG. Puis les facteurs ESG, tu ne peux pas révolutionner tout ton modèle d'affaires du jour au lendemain. Il faut que tu y ailles comme à l'acupuncture. Il faut que tu regardes, toi, sur ton modèle d'affaires, qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, si je regarde le secteur minier, ben, c'est toute la question de la proximité avec les sociétés autochtones. Si tu regardes le secteur des services, c'est d'autres enjeux qui ont adressé. Ça fait qu'il faut que tu regardes. Nous autres, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'entreprise où elle est, dans son secteur d'activité. Il faut garder à l'esprit que nous autres, on est tous les secteurs d'activité, puis on est toutes les tailles d'entreprise. Donc, on fait du start-up, de la petite, de la moyenne, de la plus grande entreprise. Fait qu'on les prend où elles sont, avec les enjeux qu'elles ont, ce qu'elles veulent adresser, puis on va les partir de là, puis on va les accompagner. Puis, je pense que la touche Fonds de solidarité, c'est qu'on a beaucoup de ressources pour s'assurer que les employés dans tout ça embarquent dans les transitions qu'ils ont à faire et puis supportent l'entreprise là-dedans. Tu as beau faire les meilleurs plans, puis on le sait, 90% des entreprises se plantent dans l'exécution. Puis souvent, quand tu te plantes dans l'exécution, c'est parce que tes employés n'ont pas suivi dans ton besoin ou dans la compréhension de ton besoin pour l'entreprise de faire les changements qu'elle a à faire. Puis ça, chez nous, c'est quelque chose où on est très fort à cause de nos racines, à cause de notre ADN. On est capable de bien communiquer puis bien se faire toucher les employés puis les aider à cheminer là-dedans. Bien, écoute, je trouve ta réponse absolument parfaite parce que ce que je vis, moi, à travers le Québec, quand je rencontre des clients, différents clients, c'est que parmi les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est compétitivité, productivité, chaîne d'approvisionnement, numérisation. Et la numérisation touche les 3 que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, que ce soit de l'imagerie dans le manufacturier, puis le rôle de l'imagerie ou la gestion des inventaires, parce que quand tu parles de chaîne d'approvisionnement, on a tendance à se dire, bon, c'est bloqué à quelque part pour telle et telle raison, mais dans les faits, nos entreprises qui ont plusieurs usines ont des inventaires de bloqués à même leur usine. Oui. Et les outils de gestion des inventaires les rendraient beaucoup plus efficaces. Fait que tu as absolument raison, c'est que ce n'est pas one size fits all. On est obligé de regarder chacun des cas. Il y a des solutions extraordinaires qui n'existaient pas aussi récemment que il y a 3 ans. Il y a l'avenue du cloud qui a changé la façon qu'on gère la donnée de façon significative.
et qui permet un fonctionnement on vient d'en passer un, là, c'est quasi catastrophique ce qui s'est passé, mais pourtant, la grande majorité des entreprises ont pu continuer quand même. Et donc, je suis d'accord avec toi. Puis là, après ça, pour ce qui est de l'accompagnement, d'avoir des gens qui ont l'expérience de pouvoir comprendre le rôle de la main-d'œuvre, d'avoir des gens qui ont l'expérience de pouvoir regarder chacun des projets et vous avez beaucoup de proximité dans votre réseau. Vous n'êtes pas juste à un endroit, vous êtes partout dans toutes les régions du Québec. Ça permet d'avoir accès à ces choses-là, à ces fonds-là et ces solutions-là, oui. C'est peut-être un exemple concret. On avait une entreprise qui voulait rentrer un robot. Puis un jour, il y a quelqu'un qui débarque, puis un employé qui dit qu'est-ce que tu fais? Puis il voyait quelqu'un en train de prendre des mesures. Il dit je suis en train de prendre des mesures pour rentrer un robot. Il dit puis il n'avait pas entendu parler. Puis après ça, il dit qu'est-ce que ça va faire le robot? Il dit tu vas être content. Il dit ça va tout vous remplacer. Il dit tout va être meilleur, tout va être contrôlé. Fait qu'il n'y avait pas. Il faut comprendre comment un employé réfléchit, les insécurités que ça peut créer avec lui, puis savoir comment l'adresser pour que quand le robot arrive, qu'il comprenne que lui, puis ça revient à toutes les questions dont on parlait de l'importance pour la pénurie de main-d'œuvre, de travailler sur la formation puis le upskilling, dans le fond, de permettre aux autres de dire, écoute, toi, au lieu de faire ça, demain matin, tu vas faire quelque chose où tu vas probablement plus de sens, tu vas probablement avoir plus de fierté, tu vas pouvoir grandir puis faire autre chose. Donc, le robot va t'aider à grandir professionnellement dans ton entreprise. Jenny, il y a un phénomène que j'ai observé dans les 18 derniers mois que je trouve vraiment très encourageant. Je vais le mettre sur le thème de la collaboration dans votre secteur. Nous autres, on est des consultants auprès d'entreprises partout au Québec, partout dans nos régions, Nouveau-Brunswick, l'Ontario. On est une firme mondiale aussi. Et ce que j'ai vu se développer dans la dernière année, c'est un niveau de collaboration entre les institutions financières traditionnelles, les banques, avec la BDC, avec la Caisse de dépôt, évidemment avec ton organisation. Mais on dirait comme un groupe d'amis qui mettent épaule à la roue en même temps et qui travaillent ensemble sur les mêmes projets, plus que ce que j'ai vu dans le passé. Est-ce que tu penses que cette culture-là va demeurer? Moi, je pense que oui. Il faut qu'on réalise que la concurrence, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'interne. Puis, c'est-à-dire au niveau des entreprises, puis on a tous des forces différentes, on a tous des forces complémentaires. Je pense que de nous mettre ensemble, il faut juste faire en sorte qu'on ait des entreprises plus fortes. Je te parlais tantôt de l'écosystème. On a travaillé beaucoup avec la BDC pour mettre en place cet écosystème de fonds ou de sources de capital. Nous autres, le fonds, on est dans 89 fonds, 90 fonds. On déploie entre 120 et 240 millions par année dans des fonds pour s'assurer qu'il y a du capital qui est disponible. On a travaillé avec EDC pour des entreprises qui avaient des enjeux à l'international. On a travaillé avec la Caisse sur des grands dossiers. On travaille beaucoup en capital de risque avec Investissement Québec. On travaille. Donc, je pense qu'on a tout à gagner. On l'a fait. Les dernières années l'ont amplifié. Puis je pense que ça va continuer à. Ouais. Je pense que c'est une tendance qui va continuer, là. Tu fais écho à des conversations tête-à-tête comme celle-ci ou autres que j'ai eues avec des gens comme Nadine Renaud-Tinker qui a passé en tête-à-tête, Martin Coiteux qui a passé en tête-à-tête, que j'ai eu avec Kim Thomasin et d'autres, et tu fais vraiment écho mot pour mot à ce qu'ils ont dit exactement. Fait que clairement, sans que vous vous en parliez, vous avez tout adopté une nouvelle façon de faire, puis je l'applaudis, je trouve que c'est vraiment très bien. Dans les commentaires que tu viens de faire, tu as fait référence indirectement à votre stratégie d'investissement parce que tu as mentionné un peu plus tôt le 1,4 milliard qui a été déployé, sans dire, puis je trouve ça vraiment très, très élégant de ta part, sans dire que vous êtes en fait le plus important investisseur institutionnel à investir uniquement au Québec avec ce montant-là. Et donc, moi, je le dis pour toi, vous êtes aussi dans un réseau de fonds régionaux et que tu viens de faire référence il y a quelques instants à ça. J'aimerais peut-être que tu élabores là-dessus qu'est-ce que c'est le réseau, qu'est-ce qu'il a l'air, vous en avez partout, puis quel message voudrais-tu donner aux gens qui nous écoutent pour accéder au réseau?
Puis peut-être comment est-ce que le réseau s'est modifié ou changé dans les derniers 18 mois? Les valeurs avec lesquelles on a été créé, au fond, c'est vraiment la proximité du monde. Puis, pour nous, c'est important que les gens en région, ils ont une dynamique différente, ils ont des enjeux différents, puis qu'on ait la meilleure personne pour pouvoir les accompagner. Puis, c'est ce qui a mené à la création des fonds régionaux. C'est drôle parce qu'on les appelle les FRS parce qu'ils se disent flexibles, rapides et simples. C'était la logique derrière ça. On se disait, quand tu as besoin d'un plus petit montant, il faut que ça soit vite, rapide, simple, adapté aux besoins des entrepreneurs. On a effectivement, on n'est pas rendu à la hauteur de Raymond Chabot. Vous avez pas mal plus de bureaux en région que nous autres, mais on est quand même dans toutes les régions, pareil. Oui, on en a 17, puis vraiment, pour nous, c'est une source de capital pour les plus petits montants, donc en bas de 10 millions, on est vraiment beaucoup, on les travaille avec eux entre 5 et 10, là, mais c'est beaucoup régional. Puis après ça, quand tu as des besoins plus importants, là, on y va de façon sectorielle. Au fond, on est structuré, donc on est structuré par secteur. Fait que sciences de la vie, mine, on les a à peu près tous, là. Je peux te confirmer que lorsqu'on a des réunions dans n'importe quelle région, il y a toujours un de tes représentants présent. Ouais. Je peux aussi te confirmer qu'effectivement, ils ont une compréhension des nombreuses différences, parce qu'évidemment, bon, les foresteries sont dans certaines régions et pas dans d'autres, le minier dans certaines régions et pas dans d'autres, les pêcheries sont dans certaines régions et pas dans d'autres, l'économie du savoir, etc. Donc, ils se sont vraiment adaptés à ça. Ils ont aussi une compréhension des microcultures, ce qui n'est pas rien, parce qu'il y en a des microcultures au Québec, puis il faut être conscient de ce que ça peut faire au point de vue de la prise de décision, etc. Et donc, vous êtes, oui, effectivement, un partenaire privilégié. Et les gens qui sont sur la ligne, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à l'écoute qui pourraient souhaiter devenir de nouveaux partenaires du fonds. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux leur donner comme conseil? Quelle est la meilleure porte à prendre pour avoir l'éventail des services? Écoute, la meilleure porte à prendre, peu importe la porte qu'ils vont prendre, on va s'organiser pour qu'ils tombent avec la bonne personne. Tu m'as posé la question de quoi faire au fond. Premièrement, le fond, on est secteur agnostique. J'en ai parlé, tu parlais des mines, du bois. On a été des investisseurs longtemps dans plusieurs secteurs. On est le seul. Là, on se retourne et on dit, ouais, ils sont nos amis, là? Parce que c'est des secteurs qui sont moins populaires. Je te dirais que tu me demandes c'est quoi le profil des entreprises dans lesquelles on investit. Nous autres, à la base, là, 80% de notre décision, c'est l'équipe de gestion. Ça drive la raison pour laquelle ils font des choses, leur plan d'action, leur cohésion, leur vision, où ils s'en vont. Pour nous, l'équipe de direction, c'est un des critères fondamentaux qu'on regarde quand on investit dans une entreprise. Le due diligence humain est devenu un élément essentiel. C'est vraiment, dis-moi avec qui tu joues, puis je vais te dire qui tu es. Fait qu'on veut être avec des gens qui ont du sérieux, ont de la rigueur, ont les compétences et qui sont capables de faire preuve d'information aussi, parce que vous avez besoin d'informations pour pouvoir les suivre. Donc, l'opacité, on a besoin de transparence, pas d'opacité. Et je suis d'accord que c'est la bonne méthode. Donc, ce que tu dis, c'est qu'un entrepreneur qui est sur la ligne, qui contacte n'importe quel point, qu'il soit régional ou central, on va trouver où est-ce que cette industrie-là devrait se situer, puis on va être capable de l'accompagner. On est capable de l'accompagner, oui. J'aimerais peut-être qu'on touche sur un sujet qui, je sais, qui est important pour vous, qui est important pour nous aussi. On le vit comme entreprise, nos clients le vivent, c'est les talents, le génie des Québécois et les garder chez nous. Selon toi, y a-t-il des solutions possibles? Parce que je vois encore des gens qui quittent le Québec pour aller aux États-Unis ou à d'autres endroits, des gens qui auraient été vraiment très valables ici. Est-ce que, au fond, ou même peut-être toi-même, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut encore améliorer pour arrêter les situations où il y a exode? C'est un gros enjeu en pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr qu'il y a un volet qui est l'immigration. Il y a un volet important qui est, oui, évidemment, les solutions. Tu peux acquérir ton talent, donc tu peux faire des acquisitions, tu peux aller le chercher. Ouais. Je pense que c'est extrêmement important de travailler sur l'expérience employée.
de prendre tes employés, de s'assurer de les garder mobilisés en t'assurant que tu as une raison d'être. Les gens veulent de plus en plus travailler pour des entreprises qui ont une âme, qui ont des valeurs, de travailler ils veulent être capables de grandir, de travailler sur leur plan de croissance. On parlait de la robotisation, de l'importance de faire grandir les gens dans leur emploi, de travailler là-dessus, de faire des transitions justes. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Puis, il y a un rôle aussi qui est probablement lié au gouvernement parce qu'en ce moment, toute la pénurie de main-d'œuvre, le virage technologique, le virage environnemental fait en sorte que le télétravail qu'on vit va être là pour rester. Puis, moi, je suis très préoccupée par l'exode des cerveaux. En ce moment, changer de travail, c'est extrêmement facile. Tu mets ton ordinateur, part à 3 heures, puis à 3h02, tu as un autre ordinateur qui rentre, puis tu as changé d'emploi. Le fait qu'on est en télétravail fait en sorte que maintenant, autant nos entreprises peuvent recruter partout à travers le monde, autant nos employés peuvent se faire recruter partout. Tu sais, on parle beaucoup de sièges sociaux, mais si demain matin, on n'est pas capable de garder nos employés puis qu'ils vont tous travailler pour des compagnies étrangères, même s'ils demeurent ici, on va avoir des gros enjeux comme société. Puis il y a toute la question des crédits d'impôt qu'on donne parfois à des entreprises étrangères qui embauchent notre talent d'ici, alors que nos entreprises d'ici, eux autres, ont de la misère à embaucher. Je pense qu'on a à revoir notre manière d'aborder toute la question de la pénurie de main-d'œuvre. Oui, mais ta réponse, c'est une réponse très, très, très moderne parce qu'effectivement, le concept d'espace-temps s'est dissous. On peut embaucher quelqu'un qui physiquement n'a jamais déménagé, mais son cerveau, lui, a déménagé. Et il est capable comme ingénieur ou comme peu importe quoi, radiologiste ou peu importe, travailler pour un hôpital ou une entreprise qui est à l'extérieur du pays, loin à l'extérieur du pays, parce qu'il peut le faire au bout d'un écran. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as aussi parlé d'une autre chose que je trouve vraiment moderne qui va nous amener à la responsabilité sociale des entreprises. C'est que tu as dit les gens veulent travailler pour des entreprises qui ont une âme, des entreprises qui ont une raison d'être. Je ne me souviens pas l'autre mot que tu as dit, des valeurs. Des valeurs. C'est ça. Et effectivement, les nouvelles générations deviennent beaucoup plus loyales envers leurs employeurs s'ils voient ça. Un peu comme en début de rencontre, tu as mentionné le côté professionnel, mais personnel aussi. Et en fait, tu te trouves à être une leader d'une entreprise qui envoie un message où se situe ton âme, qu'est-ce qui est important pour toi. Et les gens vont prendre ça avec énormément d'inspiration. Une des choses je sais que ça nous touche tous les deux, c'est le sujet de la responsabilité sociale d'entreprise est un sujet qui est chaud. Puis souvent, il y a des modes, OK? Puis les modes disparaissent, mais celui-ci ne disparaîtra jamais. Celui-ci, c'est une responsabilité. On ne peut plus être un leader d'entreprise si on n'est pas conscient de ce que nos gens, nos fournisseurs, nos clients font et qu'on n'exerce pas un leadership pour montrer la voie. C'est sur toutes les lèvres. Ça a commencé beaucoup avec la diversité et l'inclusion, mais maintenant, c'est beaucoup sur l'environnement. Je sais qu'on a tous les deux, Raymond Chabot, Grant Thornton et le Fonds de solidarité de la FTQ, signé l'entente avec Finance Montréal sur l'investissement, l'engagement en matière de finances durables. Et je suis curieux de connaître, premièrement, quel était votre engagement, puis aussi vos stratégies d'investissement, parce que veut pas, quand vous allez chercher un nouveau partenaire, le partenaire devient une extension du fonds. Fait que vous avez un rôle à l'intérieur, vous avez un rôle aussi dans vos activités. Peut-être élaborer là-dessus. Mais premièrement, je pense que ce qui est important de garder à l'esprit, je dis souvent ça à la blague, je me sens comme la fille qui est devenue soudainement à la mode. Là. Les gens me disent « Oh mon Dieu, on doit regarder ta chaîne d'approvisionnement, on doit regarder avec qui tu t'associes. » C'est des choses, nous autres, qu'on fait depuis 1983. Moi, je me souviens, en 2004, de m'être assis avec une compagnie qui donnait un rendement incroyable au niveau boursier.
Puis, je me suis assise avec eux parce qu'on avait appris qu'au Honduras, ils faisaient fabriquer des choses et puis que les gens, si tu étais enceinte, tu te faisais congédier, tu avais juste le droit d'aller aux toilettes entre 10h15 et 10h30, les toilettes étaient barrées. Puis pour moi, ça nous choquait nos valeurs, puis on a voulu, on leur a demandé d'ajuster la manière dont ils traitaient leurs employés à l'étranger, puis on s'est vraiment fait regarder comme des huluberlus, puis de dire, voyons donc, quelle sorte, tu ne feras jamais d'argent dans ta vie, c'est comme tu n'as rien compris dans la manière dont le monde fonctionne, mais tu vois, nous autres, on est sortis de là parce que ça faisait, ça venait chercher, c'était contre nos valeurs, puis là, bien, tout d'un coup, les gens... dans le fond, parce que quand tu regardes le ESG à haut niveau, c'est qu'on demande aux entreprises d'être socialement responsables, d'agir comme individu. On agit dans la société, il y a des choses qu'on ne ferait pas. On ne sait pas parce que tu es une entreprise que tu devrais être capable de le faire. Tu sais, comme individu, on apprend à faire attention à nos voisins, à ne pas se laisser traîner, à ramasser dans la rue. Tous ces comportements-là, dans le fond, on fait juste un lien avec eux. On fait juste transposer ça au niveau des entreprises. Donc, si j'amène ça, on est rendu à une ère où c'est qu'on s'attend à ce que les entreprises aient des valeurs. On met le vocable ESG là-dessus, mais on s'attend à ce que tu aies des valeurs. Puis pourquoi on prend des valeurs? Oui, puis je voulais parler un petit peu de l'environnement parce qu'on met beaucoup en ce moment, on regarde beaucoup l'environnement comme juste les gaz à effet de serre, mais on oublie tout le volet. Ce qui se passe au niveau de la crise climatique en ce moment a aussi des impacts sur notre santé. Tu sais, la pandémie, là, quand tu la regardes, ça a été une des causes de la pandémie, c'est les changements climatiques. Puis, je pense qu'on va être là-dedans non seulement un petit bout de temps encore, mais je pense qu'on va vivre ça de plus en plus fréquemment. Puis ça, c'est toute une conséquence du fait qu'on ait négligé pendant trop longtemps de s'occuper de notre environnement. Donc, si je reviens à qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, le fond, quand on prend les entreprises, bien, quand on prend les entreprises, nous autres, on prend outil, puis on t'aide à grandir à travers ça. Ça fait que oui, on va faire un diagnostic, on l'a toujours fait au niveau social, comme j'ai mentionné, on le faisait au niveau gouvernance, on les aidait à grandir au niveau de leur gouvernance. L'environnement, on va mettre un peu plus d'emphase que ce qu'on faisait. Ça fait qu'on rentre, on fait un bilan avec eux, puis après ça, on regarde où ils veulent s'en aller, puis on les aide à grandir là-dedans. Puis, tu sais, ça fait un lien avec, quand je te disais, dans quoi on investit, bien, nous autres, on investit dans des rêves, on investit dans des équipes de direction, on investit dans des équipes de direction qui ont des valeurs, puis qui veulent aller quelque part, puis on les prend, puis on les aide à grandir. On peut imaginer là-dedans. On peut imaginer qu'un jour, il va sûrement y avoir aussi des demandes d'études d'impact. On continue à avancer dans les prises de décision. Je tiens à souligner une chose, si tu permets, Janie, c'est la simplicité et l'authenticité avec laquelle tu as répondu à ma question, ça dit tout. C'est au défi d'un rendement boursier versus les valeurs. On a choisi les valeurs. C'est un exemple que tu as donné qui a été quand même bien documenté. Et ça fait partie de ton ADN, ça paraît. C'est très inspirant. C'est du leadership pur. Fait que je te remercie beaucoup de la façon que tu as répondu à cette question-là parce que faut que ça coule dans tes veines. Les décisions, c'est des décisions très tough. L'appât du gain prend souvent le dessus très rapidement et de se dire, non, on n'est pas là. Il y a d'autres choix qu'on peut faire, puis s'ajusteront en cours de route de toute façon. C'est ça. Puis j'aimerais rajouter là-dessus, on essaie beaucoup d'avoir un discours de dire oui, être vert, c'est payant. Des fois, ce n'est pas payant à court terme, c'est payant à long terme. Puis il faut que les gens le regardent sur une vision long terme. Puis oui, effectivement, c'est pas vrai que tu laisses jamais de rendement sur la table à court terme. Il y a des situations où tu laisses du rendement sur la table à court terme quand tu fais ce virage-là. Ou tu accompagnes ton partenaire pour que lui fasse un virage. Oui, c'est ça, exact. Je m'adresse à l'auditoire. Il y a quelques questions qui viennent de rentrer. Je ne les ai pas encore regardées, mais je vous encourage à poser vos questions car il reste 14 minutes déjà. Ça passe vite. Et donc, j'aimerais me laisser au moins 10 minutes pour des questions. Fait que je vais aller aux questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. Je reviens sur le thème du leadership. J'ai dit, tu as répondu avec authenticité. Tu l'as fait facilement et très élégamment sur un sujet qui est très, très difficile. On a vu aussi le fondateur du fonds BlackRock qui a dit qu'à un certain moment donné, je ne me souviens plus quelle année, mais il ne ferait plus d'investissement. Et là, on parle de très, très, très gros fonds là, si on ne respecte pas les règles d'ESG.
de la RSE en français. Donc, en tant que nouvelle, parce qu'Avril, ça ne fait pas longtemps, chef de la direction, comment comptes-tu influencer la vision du fonds pour la suite de sa croissance? Mais la suite de sa croissance, c'est comme je te disais, on a un grand privilège parce qu'on a été créé, puis on a le droit. On a été créé, puis on nous demande de faire un juste équilibre entre avoir un impact dans la société et faire un rendement. Fait que ça, c'est une chose extraordinaire. On voit un grand mouvement en ce moment à travers la Terre, c'est qu'il y a des entreprises qui demandent qu'il y ait des lois qui soient créées, qui puissent changer leur loi constitutive pour reconnaître le fait que leur mandat n'est pas uniquement de livrer un rendement à court terme, mais qu'ils puissent prendre des décisions avec le moyen puis le long terme en vue, qu'ils puissent prendre des décisions avec l'environnement en vue, leur impact dans la société, etc. Donc, fort de ce privilège-là, on va continuer, nous autres, à dire, OK, le matin, on se lève, on dit, c'est quoi les défis que nos entreprises ont, comment je suis capable de faire une différence. Puis, tu sais, souvent, nous autres, notre cœur, c'est avec la PME. Puis la PME, ben, elle a moins de moyens que la grande entreprise. Tu sais, on le voit en ce moment, les grands, si je prends le secteur de l'aéronautique ou d'autres, pour une grosse compagnie d'avions, j'allais dire Bombardier, mais Bombardier aussi ont des grands moyens. C'est plus facile pour eux de se retourner de bord et de revoir leur modèle d'affaires. Mais quand tu arrives avec la plus petite entreprise qui a 50, 100 employés, puis que tu te dis, il faut que tu revoies ton modèle d'affaires, le gars, il va dire, oui, je veux bien, là, mais j'ai de la misère à finir mes journées. Donc, nous autres, notre mandat, puis la vision, ça va toujours être en fonction des enjeux qu'on a, des enjeux qui ont des impacts à court terme puis à long terme, comment est-ce qu'on est capable d'aider les entreprises, non seulement avec nos dollars, mais avec les cerveaux qu'on a, le réseau qu'on a à faire face à ces défis-là. Puis, nous autres, on n'est pas, je ne suis pas dans l'exclusion, je suis vraiment dans l'accompagnement. Si tu veux t'améliorer, même si ton bilan n'est pas bon, mais que tu rentres et tu dis, regarde, moi, c'est important, je veux y aller, on va être là pour toi. Oui. Écoute, je trouve ça intéressant parce que je ne pense pas que vous avez déposé la nouvelle stratégie d'entreprise, mais on voit dans ta réponse certaines pistes. Une qui me plaît beaucoup, c'est que les marchés, donc même l'extérieur du pays, te confirment que le modèle d'affaires du fonds est un modèle d'affaires qui est très actuel parce qu'ils cherchent à changer leur réglementation puis leur loi. Et donc, ça, c'est le fun, ça coche une boîte, on n'a pas à changer ça. Deux, l'axe de croissance est importante, autant le court terme que le long terme, surtout en PME. Donc, c'est un autre créneau, pas un créneau, mais une autre stratégie qui est claire. Et j'ose imaginer qu'on va voir de nouveaux secteurs, de nouveaux projets, de nouvelles industries qui vont rentrer dans votre portefeuille. Fait qu'on voit déjà qu'il y a eu déjà beaucoup de conversations sur quelle direction. Puis j'ai bien hâte de voir quand vous allez la déposer, j'imagine en 2022, celle des prochaines années, qu'est-ce qu'elle a l'air. Écoute, on arrive à la fin, fait que je te pose deux dernières questions. Un, as-tu un message que tu veux laisser avec les gens qui sont sur la ligne? Je pense que le message, c'est l'importance de l'authenticité pour tous les leaders qui sont là. L'importance de gérer avec ton cœur et tes valeurs. Puis, dans le fond, il y a quelqu'un qui disait il faut que tu sois humain si tu veux être capable de gérer des humains. Fait que, à la fin de la journée, n'oublie pas que ton plus grand actif, c'est les humains derrière toi, puis gère en conséquence. C'est excellent. Tu es très cohérente avec du début à la fin. Il y a beaucoup d'humanité et de sentiments, de passion qui sortent de tes réponses. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que il y a une dizaine d'années, on était ensemble, on n'était pas dans les mêmes rôles, dans les mêmes organisations, pas dans les mêmes rôles, une dizaine d'années. Je veux te transporter 10 ans vers l'avenir. Fait qu'on est maintenant dans 10 ans et tu regardes ce que tu as fait depuis 10 ans. D'après toi, de quoi seras-tu le plus fier? Donc, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Donne-nous une idée de ce que ça aurait l'air. Il y a deux choses. Je te dirais que moi, ce qui m'anime, c'est quand les gens disent « Vous avez vraiment fait une différence avec moi. » Puis il y a le Bel sur Quévillon, l'usine qui est repartie, là, qui avait été dans les boulamites pendant 15 ans, là, c'était incroyable penser repartir cette usine-là.
Puis moi, comme chef Fillon, il me regarde et il dit, tu sais, Janie, là, si c'était pas toi, tu es la première qui a cru à mon rêve. Là. On était dans son bureau un vendredi soir, là, puis il m'a dit, dans le fond, là, dans un monde idéal, là, c'est ça qu'on ferait, mais tout ce qu'on voyait, c'était tous les défis, puis les embûches, puis le monde qui nous disait qu'on n'y arriverait pas. Puis quand quelqu'un me dit ça, pour moi, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Fait que de toucher les gens dans 15 ans, plus on va avoir touché des gens, puis des gens qui vont témoigner qu'on a fait une différence dans leur vie, pour moi, ça va être ça. Puis je te dirais que la deuxième chose, mais je sais que c'est 15 ans, c'est pas long pour faire ça. Je trouve que le Fonds de solidarité est un modèle économique extraordinaire. De faire le double mandat, d'aider des gens qui ne pourraient pas avoir une retraite, à aider, à améliorer leur sort à la retraite, puis de faire une différence, qui seront moins au crochet de l'État ou pas du tout au crochet de l'État à cause de ce qu'on fait, puis d'investir, puis d'aider des entreprises à prendre des décisions à long terme, parce que ça, je pense, c'est une des caractéristiques du fonds, c'est qu'on est capable de permettre aux gens d'agir en fonction de leurs valeurs, puis de prendre des décisions à long terme, parce qu'on n'a pas besoin d'un rendement, pas besoin qu'on est là, il y a des entreprises, on est là pendant 20 ans, on est là pendant 15 ans, ça fait qu'on ne regarde pas les projets avec la même loupe. Si ce modèle-là peut être répliqué ailleurs dans le monde, je trouverais ça, je serais vraiment, vraiment contente. Excellent. Écoute, pendant que tu répondais, j'ai pris connaissance des questions. J'ai essayé de les organiser par catégorie. Je vais commencer en te disant que tu as énormément de commentaires qui ne sont pas des questions, qui sont vraiment très flatteurs, de l'ordre, par exemple, ce n'est pas une question, juste mes sincères félicitations pour ton parcours, tes valeurs, l'impact positif que tu as sur ton organisation. Il y a des femmes qui soulignent la même chose. Et pour ce qui est des questions, je vais commencer avec la première que je trouve vraiment le fun parce que c'est une ancienne entrevue de tête à tête que j'ai fait. Et donc, je me permets, je ne fais jamais ça, mais je me permets de mentionner de qui ça vient. C'est Paul Raymond qui me dit « Bonjour à vous deux. Merci, Janie, pour ta participation. Une question découlant de la dernière session. C'est de ça qu'on a parlé, moi et lui. Avec l'accélération des IPO d'entreprises du Québec, est-ce que le fonds voit un rôle de ce côté? Un rôle de? Est-ce que le fonds voit un rôle du côté IPO? Donc, un rôle dans une émission d'une compagnie qui s'en va vers une émission ou l'accès à des capitaux publics? C'est sûr qu'on a un rôle à jouer là-dedans parce que quand les entreprises, surtout si elles font le font au bon moment de leur croissance, bien, ils veulent lever des capitaux auprès du nombre le plus large auditoire possible. Puis quand ils ont un support du Québec, alors que c'est une entreprise qui est Québec, mais ça donne une espèce de stamp comment on dit, c'est comme une marque de confiance quand il est supporté par les joueurs locaux, mais c'est beaucoup plus facile pour une entreprise de lever des capitaux à l'extérieur. Tu sais, ça date d'il y a longtemps, mais quand Métro a fait son acquisition en Ontario, bien, on a été un des premiers à prendre une portion. Il voulait faire des 30 ans, puis on a été le premier à se commettre sur des obligations 30 ans pour justement démontrer qu'on était derrière Métro, puis que c'était important, puis qu'on y croyait, puis on y croyait tellement qu'on était prêt à mettre un chèque important. C'est clair pour moi qu'au fond, puis on supporte des entreprises dans leur entrée en bourse et ça fait partie de Coveo en est une qui a fait ça, dont on est très, très fiers. Non, ça fait partie de notre rôle. Je donne des bons exemples. Je peux peut-être juste ajouter par mon expérience que d'avoir un partenaire comme le fonds ou qui indirectement est sponsored by the government, là, fait que ça donne une certaine crédibilité, surtout que lorsqu'on fait l'émission publique, vous n'êtes pas obligé de sortir au moment de l'émission publique et donc la compagnie se retrouve déjà avec un investisseur de grade et donc comme des capital markets qui sont déjà chez eux. Et c'est ce qu'on cherche à voir le plus possible. Fait que je suis tout à fait d'accord que vous avez un rôle vraiment très important. Puis je veux juste mettre l'emphase là-dessus, tu sais, dans un écosystème financier, ça prend des gens qui sont très bons sur le court terme, mais ça prend des gens qui sont capables de prendre des décisions puis de dire, moi, je suis capable de rester là. J'ai un modèle financier qui me permet de rester là puis de pas mettre de la pression sur l'entreprise pour sortir. Je vais sortir quand le moment est important. Là. Donc, c'est important d'avoir, puis c'est ça quelque chose qu'on a au Québec. On a du monde qui sont court terme, on a du monde qui sont moyen terme, on a du monde qui sont capables d'agir sur le long terme, de la petite, de la moyenne, de la grande entreprise.
C'est la beauté de l'écosystème. Il nous reste 4 minutes, fait qu'on va faire un jeu. On va répondre aux questions en rafale avec des réponses courtes. Fait qu'on va essayer d'en rentrer plusieurs. J'ai une femme qui pose une question. Elle a un MBA, je ne dirai pas son nom. Quel conseil donneriez-vous aux nouvelles femmes dirigeantes pour aider les entreprises à se développer à l'international? Réseau. Donc, de développer leur réseau. De rentrer dans des réseaux dans lesquels elles ne sont pas, puis de ne pas avoir peur de cogner à la porte. Je ne connais personne qui va refuser de les aider. Une autre question qui vient d'un anonyme qui me demande, et ça, dans ce cas-ci, c'est la petite entreprise. Est-ce que vous aidez des entreprises qui ont un revenu, par exemple, de 100 000 par année? Pour Oui, les aider à nos fonds locaux. Nos fonds locaux. Il s'appelle Éric Desaulniers. J'ai un start-up. Donc, je suis fondateur d'une start-up en intelligence artificielle. Nous sommes en train de développer un prototype. Donc, un prototype, ça veut dire qu'il n'y a pas de revenu encore de notre solution. Quels sont les critères de sélection pour rentrer dans un financement pour ce genre de projet-là? Équipe de management, la qualité de l'équipe, est-ce qu'il y a des gens qui en ont déjà fait? La technologie, est-ce qu'elle est nichée versus les gros, le modèle de revenu? Puis on va regarder, je te dirais que c'est les trois principaux. Le modèle de revenu anticipé, c'est ça qu'on va regarder. Le modèle de revenu anticipé, puis j'ajouterais quand tu as dit l'équipe, c'est la mixité aussi de l'équipe, parce que si c'est juste un inventeur, ce n'est pas nécessairement tout ce qu'on a besoin pour amener un produit à un autre endroit. Fait que, et j'imagine que la porte d'entrée, ça dépend où ils sont. Commencer par, dans une start-up, les fonds régionaux, encore une fois, n'est-ce pas? Non, il appelle Serge Michaud. OK, il y a un nom. Vous avez un nom. Appelez Serge Michaud. Attends une minute. OK, là, on est dans la pérennité. Comment, ça, je connais la réponse, mais je vais te laisser aller là, parce que vous êtes vraiment un joueur important. Comment les fonds de la TQ voient son impact sur le grand nombre d'entreprises qui seront appelées à transférer et à pérenniser à l'intérieur du Québec? Ça a une grande préoccupation, un grand désir pour moi qu'il y ait un transfert, que ce soit une deuxième génération, que ce soit l'équipe de direction en place. C'est quelque chose qui me préoccupe, c'est quelque chose qu'on en finance beaucoup au niveau des fonds régionaux. Ça va toujours me faire plaisir d'écouter les sièges sociaux, c'est extrêmement important d'en avoir, non seulement pour le siège social, mais tout ce qu'il crée alentour. Toutes les retombées indirectes qu'on sous-estime, garder des sièges sociaux, c'est important, puis ça va nous faire plaisir de les aider. J'ai une question qui, si c'est le même que je pense, je le salue par sa question. Je pense que c'est un ancien associé chez nous qui était spécialisé en ressources humaines. Il pose: quel est votre plan pour le retour au bureau des employés au cours des prochains mois? Donc, probablement rendre ça le plus agréable possible. Je veux que les gens reviennent, qu'ils aient le goût de revenir, qu'ils aient le goût puis je vous ai parlé d'expérience employée, là, ça fait partie de mes priorités dans ma stratégie, de voir comment est-ce que je fais en sorte que nos employés continuent à véhiculer les valeurs du fonds, à triper, à venir travailler au fond, puis donnent le meilleur d'eux-mêmes. Bon, écoute, il y a encore des commentaires pour te remercier de tes réponses, pour votre implication dans les PME. J'en ai d'autres qu'on n'aura pas pu répondre et je m'en excuse. On pourra t'envoyer les questions et on verra s'il y a une autre façon de le faire. Tu as eu énormément de questions. Félicitations. Et on est rendu à 11h30. On a plus l'habitude de toujours terminer à l'heure. Donc, au nom de tout le monde chez Raymond Chabot Grant Thornton, mes associés, les membres des tables de gouvernance, nos employés, au nom de tous ceux qui sont sur l'appel avec nous et des gens qui nous ont posé beaucoup de très bonnes questions, je tiens à te remercier. Je te souhaite, je n'ai pas besoin de te souhaiter, je te prédis un énorme succès dans ton rôle. J'en ai même pas un doute. Et donc, au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup. Salut à tous. Bien, merci. Grand honneur, grand privilège pour moi d'avoir fait ça avec toi. Je vais continuer à avoir autant de bonheur avec toi, à travailler avec toi dans le futur que je n'ai eu dans le passé. Puis oui, on a eu beaucoup de plaisir ces bancs d'école, puis tu étais ces bancs d'école, aucune question filtre. J'ai accepté déjà plusieurs conseils d'administration d'entreprises en pleine croissance avec le thème de la jeunesse, souvent de nouvelles économies. Je suis président de 4 nouvelles. Ils vont être annoncés en janvier. Et donc, j'ai aucun doute, non seulement qu'on travaille déjà ensemble, mais qu'on va continuer à travailler ensemble. Là-dessus, je salue tout le monde. Merci encore de t'être prêté au jeu et d'avoir accepté de déplacer ta date au mois de décembre parce que ça me touche vraiment au cœur. Je ne sais pas comment te dire plus que ça. Merci. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ça passe vite, hein?
Ça passe super vite.